Je vous la présente. Née au Canada, Wendy Marie-Camille Potvin est présentement professeure agrégée à l'Université Murdoch en Australie-Occidentale. Elle est membre affiliée de l'International Gender Studies Center de l'Université d'Oxford. Et Wendy a également effectué une résidence en recherche et en enseignement à l'Université McGill, au Québec. Sa recherche porte sur les droits humains, la démocratisation des genres et la littératie pour une société pluraliste. Alors, on va regarder ensemble un peu le rôle des alliés dans justement le travail contre l'homophobie en milieu scolaire. Si vous le voulez bien, on va attendre que Wendy fasse sa conférence d'un bloc et je prendrai vos questions après pour la dernière demi-heure à peu près du temps qui nous est imparti. Alors, merci beaucoup et bonne conférence. Merci. D'abord, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Je voudrais remercier aussi Marie et Marie-Ève et Lynn Chamberlain pour l'invitation. Ça me fait plaisir beaucoup d'être ici et merci de votre présence. Je devrais aussi signaler que je n'ai pas présenté en français depuis très longtemps, depuis plus d'une décennie. Donc, si je me trompe des fois ou j'utilise des anglicismes, je vous remercie beaucoup de votre patience. Alors, d'abord, la question que je souhaite aborder aujourd'hui est combattre l'homophobie, la biphobie et la transphobie en milieu scolaire. Quel est le rôle des alliés? En ce qui concerne, je ne suis pas sûre comment enlever ça, mais c'est pas grave. Notre trajet aujourd'hui. Je voudrais vous amener d'abord un petit peu dans le contexte de ma recherche. Ensuite, nous regarderons les définitions de qu'est-ce que c'est qu'un allié ou quels sont les rôles, quelles sont les définitions. Ensuite, je vais vous amener à mon contexte en Australie par rapport aux droits humains de la communauté LGBTQI en milieu scolaire. Ensuite, on regardera brièvement le mouvement allié en Australie et le mouvement allié au Canada et aux États-Unis. Ensuite, nous verrons, à travers tout ça, il y a des situations controversées et reliées aux médias, le reportage médiatique et le pouvoir politique et les célébrités. Et ensuite, ce qui est le plus important, vos commentaires et vos questions. Et encore, je vous remercie de votre présence. Je pense qu'on n'est peut-être pas en... Je ne suis pas capable de le faire. Ah, oui, d'accord. Je devrais signaler que le matériel... mon titre n'apparaît pas. Peut-être je peux enlever ça. J'ose pas juste le laisser. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. Je vais le laisser comme ça. Donc, le matériel aujourd'hui est inspiré généralement d'un livre en préparation que j'ai écrit avec mon grand collègue, professeur Wayne Martino, qui est en Ontario à l'Université Western. Et le titre est là. Et le livre, et vous voyez une photo de Wayne là, c'est lors d'une conférence aux États-Unis, au Texas. Et le livre est inspiré surtout de deux projets de recherche subventionnés. Le premier par le Young and Well, qui est subventionné par le gouvernement australien, et c'est aussi un consortium d'universités, et également il y a environ 80 organisations communautaires reliées à ce projet-là. Et moi, j'étais le chercheur principal de ce projet-là, et nous sommes... Ouais. Oh oui, pas de problème, d'accord. Et d'accord. Et Wayne était le co-chercheur et plusieurs autres chercheurs et assistants nous ont aidés aussi. Et en ce moment, je suis une collaboratrice internationale. Wayne est le chercheur principal d'un
CRSH, c'est le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada. Et ce projet-là, il y a 3 lieux pour cueillir les données, soit disant aux États-Unis, au Canada et en Australie. D'accord. Et je devrais mentionner avec ces 2 projets-là, ou en fait, plusieurs projets avant ça, des plus petits projets auparavant. Ça fait peut-être le travail d'environ une décennie. Il y a plusieurs ressources qui pourraient vous être utiles. D'abord, il y a 2 vidéos. Je vous mentionne au milieu. Nous avons préparé une conférence à Murdoch University en Australie occidentale pour environ plus de 250 personnes. Et nous avons invité ce monsieur-ci, qui est très célèbre en Australie. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle The Honorable Michael Kirby. Il était le chair, il a fait le rapport sur les droits humains en Corée du Nord avec les Nations Unies. C'est comme ça, il est peut-être connu mondialement, mais il est demandé, il parle, il fait des conférences partout au monde en ce moment, et il était en Cour suprême, un juge en Cour suprême pendant très longtemps en Australie, et pendant ce temps-là, il s'est dévoilé en tant qu'homme gay, et je crois que c'est la première fois que ça s'est passé en Australie. Donc, il y avait The Honorable Michael Kirby, un autre personnage principal dans ce répertoire de gens, et professeur Baden Offord, qui est le directeur d'un centre pour les droits humains à Curtin University en Australie occidentale. Et vous voyez bien qu'il y avait aussi des gens de la communauté du milieu scolaire, ainsi qu'un journaliste, en fait une journaliste d'un journal commercial en Australie. Et donc, les 2 vidéos sont là si ça vous intéresse. Ils sont dans le répertoire à Murdoch University. Ici, on a fait un rapport avec le Young and Well, encore le même projet. Et vous voyez le titre « Supporting Gender and Sexual Diversity in High Schools, Building Conversations for LGBTQI Human Rights in English Classroom ». Alors, fait par Jane Pierce, Veronica Gardner, moi-même, et Wayne. Et ce projet-là, nous avons fait une enquête avec environ 60 enseignants, et ensuite, moi, j'ai fait des entrevues avec environ 11 enseignants. Et dans ce rapport-là, il y a comme des extraits des paroles des enseignants, mais aussi tout ça est comme relié au guide curriculaire en Australie aussi. Et il y a aussi des ressources. On a utilisé des ressources, beaucoup de ressources telles que, ici c'est des contes surtout, ce qu'on appelle postmoderne, mais on a utilisé aussi des ressources digitales ou électroniques aussi, mais il y a des listes de ressources dans ce rapport-là aussi. Et ça, c'est gratuit, et nous l'avons publié avec ce qu'on appelle Curriculum Commons. Donc, vous pouvez le copier tant que vous voulez. C'est très facile pour l'accès. Ici, ça vient de paraître il y a juste quelques semaines. C'est une édition spéciale de la revue scientifique Gender and Education. Et ici, c'est vraiment l'emphase est sur la méthodologie et l'idéologie et les méthodes par rapport aux enjeux pour les personnes transgenres. Et nous avons, Wayne et moi, on était les rédacteurs invités, mais nous avons travaillé avec des chercheurs moins expérimentés et plus expérimentés. Nous avons travaillé ensemble. Alors, ça, si cela vous intéresse, des ressources pour vous. En ce qui concerne mon contexte professionnel et familial, comme vous avez noté tout à l'heure, je suis née à Vancouver. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal où j'ai vécu pendant 7 ans. Ensuite, j'ai déménagé en Australie où j'ai vécu dans un endroit très isolé, ce qu'ils appellent Outback, pendant 3 ans. Ensuite, encore une migration où je demeure à Perth, en Australie occidentale.
Je vous ai mis ici une carte pour que vous voyez au niveau géographique où ça se place, Perth. Alors, vous voyez, c'est un peu l'équivalent de Vancouver au Canada. Donc, nous sommes sur la côte ouest, mais au lieu d'être l'océan Pacifique, c'est l'océan Indien. Alors, ça vous donne une petite idée de c'est quoi. Et j'ai beaucoup de contacts avec Toronto parce que Wayne, mon collègue, se trouve là. D'accord. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire d'abord, c'est de commencer à essayer d'examiner et d'explorer des définitions multiples du rôle ou de c'est qui et quoi le terme allié. Alors quand on commence à faire la recension des écrits, comme dans bien des sujets, il y a beaucoup de tensions et des tensions, de la confusion et une évolution, je crois, dans la recension des écrits. Alors, l'une des premières publications, c'est faite aux États-Unis par Washington et Evans, et eux, ils créent une définition très spécifique. Eux, ils voient ça comme une personne de la communauté hétérosexuelle qui appuie quelqu'un ou des groupes de la communauté LGBTQ et QI+. Mais moi, personnellement, et ce n'est que ma perception, mais moi, je trouve que c'est une définition très spécifique et peut-être un peu étroite et un peu problématique. Si on regarde en 2002 avec Bishop, en Angleterre, c'est une définition plus générale qui comprend des membres de la communauté LGBTQI ou un membre de la société en général aussi. Hall, en 2009, encore aux États-Unis, a mis l'emphase sur le milieu de travail, où c'était vraiment pour se concentrer, pour créer un milieu égalitaire en milieu de travail. Et ce qui est intéressant à Montréal, j'ai trouvé Elage et Jin Lee qui parlent des organisations des personnes LGBTQI racisées. Puis j'ai trouvé ça très intéressant comme article. Et on voit que ça devient plus récent. 2017, Bianchi, encore en Angleterre, cet auteur-là a mis l'emphase sur les parents. Alors ici, je trouve que c'est un guide intéressant pour les parents, possiblement un parent qui pourrait avoir un enfant qui se questionne ou un enfant qui se présente en tant que trans. Et donc, il y a un peu de théorie, mais surtout, c'est un guide très pratique. C'est un livre assez intéressant. Encore une fois, si on regarde du côté des États-Unis, il y a Blackburn, Clark et Smith. Eux, ils ont travaillé surtout avec des enseignants. Eux, ils voient les enseignants de ce côté-là en tant qu'activistes. Donc, si on a un continuum, on va peut-être plus vers ce côté-là. Les enseignants sont plus actifs et plus activistes, plutôt que de juste appuyer quelqu'un. Ensuite, Miceli, Lapointe et Mayo, encore en Amérique du Nord. Eux, ils ont parlé des parties prenantes. Alors, c'est vraiment plus la communauté d'une manière plus générale. Mais, ce que je trouve très intéressant, c'est le côté des étudiants, les étudiants qui deviennent activistes. Et je crois que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. On a vu ça même avec les fusillades aux États-Unis, quand il y avait des adolescents qui ont décidé assez, c'est assez. Moi, je prends la parole, moi, je prends le micro et nous, on veut être entendus. Alors, je crois que c'est vraiment un point à examiner de plus près. Wayne et moi, et aussi Jane, qui était dans le Young and Well avec nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons travaillé avec des enseignants, enseignantes, surtout des enseignantes, mais des enseignants aussi. Meyer et Stader, encore, cette publication est intéressante parce qu'ils ont cueilli des données sur 3 sites dans 3 pays différents, les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et eux, ils discutaient des jeunes personnes queer
ainsi que des parents, et on sait que les parents deviennent de plus en plus importants dans l'histoire des Alliés aussi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'examen devient non seulement la salle de classe, mais aussi dans les tribunaux. Et ça devient de plus en plus important, surtout aux États-Unis, où on voit même des cas des jeunes adolescents qui poursuivent en justice des commissions scolaires ou des écoles, et eux, ils sont appuyés par un avocat. Alors, quand on a travaillé dans au Young and Well, le projet Young and Well CRC, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai effectué des entrevues semi-structurées auprès des enseignants, et je vous donne juste un petit extrait des données de ce projet-là. Comme je vous ai dit, il y avait 60 enseignants et 11 enseignants qui ont été, avec qui j'ai eu une discussion plus approfondie. L'une des enseignantes a dit, "Literature can be a great learning tool in terms of, not boxing people in." Alors, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que on peut utiliser la littérature et des textes pour essayer de créer un environnement sécuritaire, sain, divers, inclusif, et aussi pour contrer la discrimination et ne pas mettre des gens ou des identités dans des boîtes. Et vous voyez, en Australie, il y avait un film, Priscilla, Queen of the Desert, c'était très populaire en Australie. Les enseignants nous ont dit, ça, nous, on n'est pas arrivé avec ces textes-là, ça, c'est des enseignants qui nous ont dit, oui, je travaille déjà dans la classe avec ces textes-là. Et je devrais dire aussi qu'avec ce stade-là de la recherche, nous, on est arrivé avec une liste de ressources, puis on a dit aux enseignants, pensez-y, et par exemple, une semaine plus tard, j'ai fait l'entrevue. Donc, ils avaient le temps de réfléchir aux ressources qu'on a offertes, mais on était très intéressés à cueillir des données sur ce qu'eux, ils faisaient déjà. Donc, c'était comme un processus collaboratif avec les enseignants. Et ici, il y avait, ça c'est surtout la littérature pour jeunesse, et ici, même les classiques. Il y avait des enseignants qui utilisaient William Shakespeare pour examiner la question du genre. Encore, je vous amène dans le domaine de l'Australie, dans le contexte australien, mais cette fois-ci, un petit peu de côté un peu plus politique et un peu plus élargi. Nous avons eu, je sais qu'au Canada, ça existe depuis 2005, je crois, le mariage pour tous ou le mariage en conjoint de même sexe. En Australie, ça existe depuis la fin de l'année dernière. Et ça existe, pour y arriver, il fallait qu'on passe par ce qu'on appelle un vote postal. C'était un vote postal à travers l'Australie, et ce fut vraiment une période très difficile, je crois, pour le pays en ce qui concerne surtout certains membres de la communauté LGBTQI. Si vous pouvez réfléchir un peu, même les enfants peut-être qui questionnent leur identité en milieu scolaire, ou les enfants qui fréquentent une école et qui sont dans des familles qui ont des parents qui s'identifient à la communauté LGBTQI. Donc, c'est comme toute ton identité, ta famille est questionnée sur le lieu public. C'était vraiment une période très tendue, je crois, pour le pays. Mais ce qui était bien dans ça, c'est que 2/3 de la population a accepté. Donc, l'Australie a dit oui. Alors, tout de suite, ou presque tout de suite après, les politiciens ont créé la législation, puis ça a passé à la fin de l'année dernière. Mais on sait qu'avec le mouvement social, souvent, c'est un pas en avant et des fois 2 pas en arrière. Alors, même si ce fut un succès et tout le monde était très heureux, ce qui se passe maintenant, on a un nouveau premier ministre depuis quelques mois, conservateur, qui s'appelle Scott Morrison, ScoMo, aka ScoMo.
Depuis 2018, ce qui est aux tables pour les discussions, c'est la protection de la liberté religieuse en milieu scolaire. Alors, vous voyez, ça devient d'une complexité assez intense. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a eu un rapport qui a été écrit. C'est publié, mais c'est pas encore en public. Il paraît qu'il y a des fuites. Puis ce qu'on entend, c'est qu'il paraît qu'il y a des parties prenantes qui voudraient augmenter la protection de la liberté religieuse en milieu scolaire face aux implications du mariage pour tous. Et je devrais expliquer aussi que dans la législation contre la discrimination en Australie, les écoles religieuses ont une exemption face à ça. Donc, en théorie, maintenant, ils pourraient même refuser un enfant, un adolescent ou un enfant LGBTQI de fréquenter leur école, ou s'ils étaient déjà inscrits à l'école, ils pourraient les envoyer en théorie. En pratique, on dit que ça ne se fait pas, mais en ce moment, il existe une pétition avec l'organisation change.org et la dernière fois que je l'ai vu, il y avait au moins 20 000 signatures. Donc, les gens essayent maintenant de mettre un peu de pression sur le premier ministre pour qu'il commence à faire un amendement à cette législation-là pour que les enfants il n'y aura pas de discrimination face aux enfants. Et il semblerait que le PM semble être assez ouvert à ça, mais face aux enfants, mais par rapport aux adultes, par exemple aux enseignants ou à d'autres employés dans les écoles LGBTQI, il y a un grand silence. Alors, c'est vraiment des questions à surveiller de près, je crois, en Australie. Je voudrais maintenant passer aux alliés en milieu scolaire. Nous avons parlé un peu des enseignants ou des enseignantes, mais il y a aussi des organisations qui pourraient être définies comme alliées aussi. Alors en Australie, il y a une organisation qui s'intitule Safe Schools Coalition et je dis c'était parce que ça n'existe plus vraiment dans la même forme que quand c'était créé. Il y a quelques années. Et c'est une approche holistique qui privilégie. Et vous voyez ici, là, c'est Safe Schools do better supporting sexual diversity, intersex and gender diversity in schools. Alors, ce qui s'est passé, et on va voir avec les pages suivantes, c'est que c'est la combinaison des médias et le pouvoir politique qui peut même, en quelque sorte, détruire une organisation avec des alliés. Alors, ce qui s'est passé ici, qu'il y a eu 3 hommes assez puissants aux États-Unis. Premièrement, ici, plus loin, Kevin Donnelly, qui est un universitaire et aussi un journaliste pigiste, qui il travaille encore, je crois, pour Australian Catholic University. Il écrit pour le Conversation. Conversation, vous l'avez au Canada aussi. C'est une revue périodique qui est à la fois académique et à la fois journalistique. Donc, il écrit pour le Conversation, il écrit pour ABC. ABC est l'équivalent de CBC ou Radio-Canada ici, et The Catholic Weekly. Alors, lui, vous voyez ici le titre dans les médias, que Safe Schools Coalition, not so safe. Alors, vous voyez déjà, il mettait un questionnement par rapport à la validité de cette organisation-là. Ensuite, il y a eu 2 politiciens qui ont poussé beaucoup pour qu'il y ait une évaluation du programme de Safe Schools Coalition. Et ces hommes-là, en haut, c'était Cory Bernardi, et en bas ici, c'était George Christensen. Et vous voyez ici, c'était ABC News. Ça, c'est encore une histoire nationale. Donc, c'est les médias commerciaux nationaux. Et
Bernardi était aussi connu d'avoir fait des constats comme l'homosexualité. Il a comme relié à un moment donné, je crois, ou même au Parlement, l'homosexualité avec la bestialité. Et à un moment donné, même à ce moment-là, on lui a demandé, on espérait, ben des gens espéraient qu'il allait se retirer, mais non, ça s'est pas fait. Puis il est encore là et il fait encore des entrevues à ABC, etc. Donc, et George Christensen. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu une enquête et il y a eu une évaluation. L'évaluation s'est faite par un professeur adjoint, Bill Loudon, en Australie occidentale. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que le Safe Schools Coalition, il faisait ce qu'il était censé faire. Il y avait des objectifs, puis il y avait des activités, puis tout s'alignait. À part quelques amendements mineurs, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que finalement, le gouvernement a retiré les fonds et finalement, le Safe Schools Coalition n'existe plus comme organisation nationale. Je dois avouer que dans l'État de Victoria, qui est peut-être plus avancé, c'est dans l'Est de l'Australie, où le Safe Schools Coalition a commencé en 2010. Eux, ils ont investi du côté provincial ou côté d'État, ce qu'on appelle en Australie l'État. Donc, ça existe encore là. Ça existe dans d'autres formes, dans d'autres États, mais il n'y a plus rien de unifié ou pas d'organisation nationale, ce que je trouve très triste. Alors, ça, c'est un exemple de l'influence des médias, le pouvoir politique avec les alliés. D'abord, je voudrais aussi passer à regarder en milieu scolaire par rapport aux alliances gays-hétéros en milieu scolaire, ce qui est très populaire surtout aux États-Unis et je crois au Canada, surtout du côté de l'Ontario et dans l'Ouest. Alors, ces organisations-là sont organisées en milieu scolaire, surtout au secondaire et dans les universités. Plus récemment, ces organisations s'intitulent Alliance de genre, d'identité et de sexualité, mais je dois avouer que la recherche que j'ai faite, je trouve surtout le nom Alliance gay-hétéro. Le but est de créer un espace sécuritaire et de promouvoir des discussions et des amitiés, de militer pour le respect des droits humains de la communauté LGBTQI et les alliés hétéros. Et ils sont fondés aux États-Unis sur le Equal Access Act et la législation provinciale au Canada. Aux États-Unis, il y a des milliers d'AG, il y a des milliers de ces organisations-là à travers le pays et les inscriptions se font par deux organisations nationales. J'imagine que vous connaissez le EGAL au Canada et aux États-Unis, GLSEN. Je voulais vous donner juste un exemple de comment ça se voit, de quoi ça a l'air. Par exemple, en Alberta, le titre est « L'Alberta aider la création des alliances gay-hétéros dans les écoles francophones ». Donc ici, on voit que c'est vraiment pour créer une plateforme pour revendiquer pour les droits de la communauté LGBTQI. Et en bas, on voit qu'on parle des jeunes franco-albertains qui participent à un atelier pour faciliter la création d'alliances gays-hétéros. Ce n'est pas toujours facile, par exemple. Alors, il y a des établissements scolaires où il y a des tensions. Encore, on revient à la loi, les médias et les milieux scolaires. Et vous voyez le titre ici par Janet French, New Gay Straight Alliance Law takes effect. Not all schools appear to comply. Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand il y a la politique et la pratique, il n'y a pas toujours une continuité. Des fois, une rupture face aux lois. Alors, je pourrais dire même, je crois, des politiques et des pratiques ne sont pas toujours alignées dans ce cas-là. Donc, on voit qu'il y a eu des tensions en Alberta face à ce projet-là aussi.
En Ontario aussi, il y a eu des tensions entre les droits humains, les alliances gays hétéros en Ontario entre 2012 jusqu'à 2018, que j'ai quelques exemples ici. On voit le titre dans le Canadian Press en 2012 de CTV News, Cardinal opposes Gay Straight Alliance Club name. Ensuite, comme un peu de résistance, Wayne a écrit un chapitre en 2014, Love the Sinner, Hate the Sin, The Clash of Religious and Sexual Minority Rights in Ontario Catholic Schools. Mais ensuite, 2016, plus récemment, on voit encore le contraste, Pride Flags to be Raised at Windsor High Schools. Donc, il y avait quelque chose à célébrer quand même. Alors, on voit, c'est toujours assez complexe. Et je voudrais aussi souligner que ce que j'ai remarqué, c'était intéressant de noter que sur le site web de la chaire contre l'homophobie, lesphobie et la transphobie à l'UQAM, avec professeur Lynn Chamberlain, il y a une proportion d'articles qui visent à combler une carence au sein des études queer et LGBTQI à la dimension religieuse. Qui vise à explorer des approches interdisciplinaires, soit holistiques ou soit individuelles, et qui vise à examiner s'ils sont en continuité ou en rupture avec les traditions religieuses dominantes. Et est-ce qu'elles imposent une vision hétéronormative et de genre binaire? Alors, j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment ça se joue au Québec aussi. Et en Australie, ce sujet est émergent aussi, car il y a 2-3 semaines, j'ai entendu une entrevue à ABC, encore l'équivalent des CBC, avec Mary-Lou Rasmussen, qui est un chercheur ou une chercheuse, qui a commencé à examiner ce sujet récemment en Australie, à Canberra. Alors, vous voyez, on commence à jouer sur le plan local et global. Alors, vous voyez encore reporter dans le Devoir et reporter le Québec vers des alliances gays hétéros dans les écoles. Et ce qui était constaté, c'est que les écoles ne sont pas toujours ouvertes au projet. Parfois, les parents ont des réticences. Et c'est Pascal Vaillancourt, directeur de l'organisme L'Interligne, qui a dit ça. Et je dois mentionner que dans nos travaux avec les enseignants, et Wayne et moi, nous avons écrit là-dessus ici, que souvent les enseignants disaient justement ça. On a peur des parents, on a des réticences, on est réticent à moins qu'on est vraiment appuyé par le curriculum. Des fois, on a peur qu'un parent arrive qui nous attaque, etc. Mais ce qu'on a trouvé, quand on a commencé à regarder ça à fond, souvent, c'était pas la plupart des parents. Il y avait peut-être juste un parent ou deux, mais c'était comme la peur d'une minorité, mais une minorité qui avait une perception très dominante de cette minorité-là. Donc, ce serait intéressant. J'ai hâte de voir si ce genre de situation existe au Québec aussi. Alors, si on va aux États-Unis et on continue dans la même veine avec ces alliances-là, qu'est-ce qui se passe au Tennessee et surtout en milieu rural? Et je tenais à mentionner le milieu rural parce que les statistiques démontrent que les adolescents qui se questionnent ou qui s'identifient en tant que LGBTQI ont plus de difficultés en milieu rural. D'abord, il y a moins de ressources, des fois, il y a plus de préjugés, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Tennessee? D'abord, il y a un enseignant, un intervenant scolaire avec un groupe d'étudiants qui ont essayé de créer un groupe, une alliance gay hétéro, et ensuite il y a eu des protestations, excusez ici, plus ou moins des chrétiens, on pourrait dire l'extrême droite. Ensuite, il y a eu des contre-protestations de la communauté LGBTQI. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont réussi à garder leur alliance, mais l'école a déterminé que l'intervenant scolaire avait besoin
chercher la permission pour chaque enfant ou chaque adolescent qui était dans le groupe. Et ce qu'on sait, c'est que des fois, ça peut être très difficile pour les adolescents. C'est pas toutes les familles qui appuient leurs enfants. Alors, ça pourrait même causer plus de problèmes pour certains enfants. Alors, ça, c'était le cas au Tennessee en 2016. Je voudrais vous amener maintenant encore en Australie, avec une situation assez spéciale qui s'est produite il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, 2 mois je crois, dans une université cette fois-ci qui s'appelle the University of Western Australia. C'est une des meilleures universités en Australie, encore en Australie occidentale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, voici une photo de UWA. Il y avait une conférence proposée et qui allait parler à cette conférence? Ben, il y avait un docteur qui s'appelle Dr. Quentin Van Meter et la conférence était appuyée et organisée par les Australian Family Association qui est un organisme ou une organisation qui veut promouvoir la famille, mais la définition de la famille est très étroite. Donc, c'est un homme, une femme et peut-être quelques enfants. Et Dr. Quentin Van Meter, et vous pouvez même voir ses vidéos en ligne, et sur le record en milieu public, il a plus ou moins essayé de nier l'existence des personnes transgenres. Alors, c'était très controversé. Ça, c'était aussi controversé, mais c'était surtout lui. Mais ça, c'était, il allait faire un lancement du livre en même temps, je crois. Et vous voyez, il allait vendre des billets, etc. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec le réseau allié à UWA et certains étudiants, que c'était très angoissant de voir qu'est-ce qui allait se passer à l'université. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un étudiant, on parlait des étudiants qui deviennent plus activistes, un étudiant en médecine qui s'appelle Thomas Drake Brockman, qui a décidé, il y a eu l'appui du réseau allié, vous voyez leur logo là en haut, et avec l'organisation des étudiants, le Guild, le UWA Student Guild, il y a eu leur appui, leur assistance. Il a créé une pétition, et vous voyez le titre de la pétition, UWA Don't Host Anti-LGBT Hate on Campus. Et ça fut créé par l'organisation qui s'appelle Change.org. Ça va être intéressant aussi de voir si vous êtes au courant de cette organisation-là, parce que je les vois même au Canada, des pétitions depuis que je suis ici. Et ce qui s'est passé, très intéressant, en dedans de 4 jours, il y a eu environ 10 000 signatures. Alors, le résultat, la conférence fut cancellée, et ce qui était très bien. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que la présidente de l'université a dit pour avancer à l'avenir, il ne faut pas canceller les événements, il faut plutôt avoir créé un rapport sur la liberté d'expression sur le campus. Et le modèle qu'elle privilégie ou qu'elle a mentionné dans son discours, parce qu'elle a parlé aux médias, puis c'est dans un article avec le Times Higher Education. Elle a mentionné les Chicago Principles de l'Université de Chicago. Ce que d'après ma perception, moi, d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment un modèle très élargi de l'expression de liberté. C'est vraiment tellement ouvert qu'il y a très peu de choses qui seront cancellées sur un campus. Alors ça, c'est là où on est rendu à ce moment-là à UWA avec cet événement-là. Alors là, je passe encore une fois au Canada, cette fois-ci dans le domaine ou dans la province de l'Ontario, avec une situation qui dure depuis quelques mois, je crois. Et vous êtes peut-être même plus au courant que moi. J'en ai parlé avec Wayne et j'ai lu pas mal, mais j'ai trouvé ça intéressant
que la première fois que j'ai vu, j'étais en Australie et j'étais capable d'accéder à beaucoup de ces discussions-là en ligne et ces articles pendant que j'étais en Australie. Alors, nous avons deux personnes qui poursuivent en justice Wilfrid Laurier University. La première, c'est Lindsay Shepherd. Et Lindsay Shepherd, vous savez, certains d'entre vous savez peut-être que c'était une assistante au professeur et une étudiante au 3e cycle à Laurier qui enseignait, qui donnait un cours aux premières années, des étudiants en première année, premier cycle, en communication. Et elle a décidé de présenter des extraits d'une discussion qui a eu lieu avec plusieurs conférenciers ou plusieurs gens qui parlaient, mais dont Jordan Peterson. Et Jordan Peterson, vous êtes au courant de... Oui, je vois des gens qui cachent la tête. Son discours est controversé et lui, et encore vous pouvez aller voir en ligne, il a écrit des livres, il y a des vidéos en ligne, etc. Lui, il dit que si un étudiant trans lui demande de le désigner par le pronom they singular, qu'il refuserait parce qu'il trouve que c'est ce qu'il appelle compelled speech. Il se trouve que ce serait trop difficile pour lui de faire ça. Donc c'est à quelque part très controversé, surtout pour des étudiants qui pourraient être trans. Mais ce qui s'est passé, c'est que après que Lindsay a montré ces extraits de vidéos en classe, il paraît qu'elle a reçu une plainte ou deux d'un ou deux étudiantes ou étudiants. Et ensuite, elle a été appelée à venir participer à une réunion avec son directeur de thèse et deux autres employés de l'université. Elle s'est sentie un peu intimidée, donc elle a décidé de secrètement enregistrer cette réunion-là. D'après la lecture que j'ai faite, j'entends que c'est légal au Canada de faire ça parce qu'elle s'est donné la permission de le faire. Mais ensuite, elle est allée le mettre en ligne partout, toute la réunion. Vous pouvez le trouver en ligne, c'est 45 minutes. Alors, depuis ce temps-là, depuis que c'est partout en public autour du monde, cette discussion-là a pris une ampleur extraordinaire, on pourrait dire. Et depuis ce temps-là, Jordan Peterson dit que, d'après ce qu'il a entendu dans la discussion, qui était censée être une discussion privée, finalement, qu'il n'était pas d'accord avec certaines paroles du directeur de thèse et des employés de Wilfrid University. Donc, il poursuit Wilfrid University pour diffamation. Alors, vous avez, c'est assez complexe, c'est des millions de dollars aussi. Alors, depuis ce temps-là, Wilfrid Laurier, il paraît qu'a engagé quelqu'un, c'est intéressant parce que je viens de penser, c'est la même chose qui s'est passée avec le Safe Schools, une évaluation externe. Alors, il paraît qu'avec l'évaluation externe, ils ont dit que Lindsay n'a rien fait de grave et le Wilfrid Laurier a envoyé leurs excuses et demande pardon à Lindsay. Mais elle dit qu'elle n'est pas tout à fait satisfaite parce qu'à quoi que dans la lettre qu'elle a reçue de Laurier, il mettait beaucoup l'emphase sur l'entraînement des assistants du professeur ou des employés en général, il faudrait peut-être que Laurier et peut-être d'autres universités aussi, je ne sais pas, finalement je ne sais pas, mais c'est l'entraînement, la formation des employés. Alors, elle n'est pas tout à fait satisfaite de ça. Alors ça va être intéressant de suivre aussi. Mais ce que j'ai trouvé encore aussi intéressant dans ce dossier-là, et encore, ça vient de Maclean's, encore média commercial au Canada. C'est un article en ligne, mais c'est très long, c'est plusieurs pages. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les titres
semblait être du point de vue de Lindsay. C'était, par exemple, inside Lindsay Shepherd's heroic, insulting, brave, destructive, possibly naive fight for free speech. Ça tournait autour de Lindsay. Et pour voir la perspective des étudiants qui participaient au Rainbow Center, la communauté trans, par exemple, il fallait vraiment que je lise vers la fin. Je dois avouer peut-être que ces étudiants-là se sentaient intimidés, peut-être qu'ils ne voulaient pas parler justement aux journalistes, mais il reste que je me suis dit, l'intrigue semblait tourner autour d'un personnage principal qui est Lindsay et a commencé à être assez connue autour du monde aussi. Alors ça, c'est encore quelque chose à examiner peut-être de plus près. Et maintenant, pour élargir le champ un peu plus, de voir les alliés par rapport à la célébrité, aux alliés célèbres. Comme vous le savez très bien, j'imagine, le Premier ministre canadien a participé au défilé de fierté à plusieurs reprises, je crois à Vancouver, à Toronto et dans les Maritimes. Mais j'ai entendu, ou d'après ce que j'ai lu, dans les Maritimes, certaines parties prenantes n'étaient pas très contentes ou questionnées. Est-ce vraiment authentique, ce genre d'alliance, ou est-ce que c'est pour monter la popularité d'un allié célèbre? Alors ça, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Encore d'autres alliés célèbres dans le domaine de la télévision ou de la musique. Nous avons Taylor Swift, et ça s'est reporté par le BBC News en Angleterre. Taylor Swift sends love and respect to LGBT fans. Mais ce qui est intéressant chez Taylor Swift aussi, c'est qu'elle a aussi lancé un appel au vote aux États-Unis. Elle a dit aux jeunes, allez voter, allez voter. Donc ça va être intéressant de voir si ça a un impact. Et évidemment, on a Oprah Winfrey qui fait l'éloge des survivants de la fusillade en Floride. Alors encore, ça s'est reporté par le doigt. Encore, on pourrait poser la question, est-ce authentique ou est-ce que c'est pour augmenter leur popularité? Encore, moi, je n'ai pas de réponse. C'est des questions qu'on pourrait se poser. Encore un autre genre d'allié commercial, j'imagine qu'on pourrait dire, dans le domaine du sport. Encore, on voit que les Canadiens ont eu une bonne soirée. La soirée LGBT avec les Canadiens de Montréal. Encore, on peut se poser la question, est-ce que c'est authentique pour viser à l'épanouissement de la communauté LGBTQI, et pour témoigner leur solidarité? Est-ce que c'est ça l'objectif ou est-ce que c'est tout simplement un geste de marketing ou une combinaison des deux? Encore, j'ai hâte d'entendre vos perceptions, vos opinions là-dessus. Alors, je crois que pour essayer de penser à l'avenir et examiner ces sujets un peu de plus près, mais aussi plus loin, je crois que le cadre ou le paradigme local, global et aussi un modèle d'intersectionnalité pourrait être très utile. Et par exemple, qui pourrait aussi parler de statut socio-économique, de couleur, d'âge et de géographie, autant que le genre et l'orientation sexuelle. Et je crois que ça pourrait être intéressant d'essayer d'intégrer les connaissances acquises dans d'autres mouvements sociaux récents, tels le MeToo, tel ce qui est Balance ton port en France, mais qui a reçu pas mal de résistance en France, et que la terminologie, le terme, le nom est aussi un peu controversé. Il y a le Black
Lives Matter et réconciliation, évidemment, au Canada et en Australie. Ensuite, je pense qu'il faut aussi célébrer le travail intéressant qui est fait dans ce domaine-là. Par exemple, en Australie, nous avons eu récemment un rapport sur le Sexual Assault and Sexual Harassment, Australian Universities, à travers le pays. Et avec les statistiques, on a démontré que, évidemment, les femmes sont victimes plus souvent, mais à l'intérieur de cette population-là, c'est surtout des étudiants trans qui subissent beaucoup de discrimination sur les campus universitaires. Au Canada, il y a le National Student-Led Survey to End Campus Sexual Violence qui s'intitule Our Turn. Et au Canada, il y a un programme auquel je participe qui s'intitule Athena Swan. Et ça va être piloté au Canada, il paraît bientôt. Donc, ce qui se passe, c'est que ça a parti en Angleterre et en ce moment, nous, à Murdoch University, on a un comité. On travaille pour essayer d'avoir une accréditation. D'abord, Athena Swan visait l'égalité pour les femmes en sciences. Ensuite, le champ a été élargi pour inclure les femmes en sciences et en médecine. Ensuite, ils ont élargi encore pour comprendre la diversité et l'inclusion d'une manière plus générale. Et en ce moment, à Murdoch, on fait la cueillette des données quantitatives et qualitatives et des personnes transgenres vont être comprises dans ça, ce qui est très positif parce qu'avant, on n'avait aucune statistique là-dessus. Alors, vous pouvez chercher ça au Canada. D'après ce que j'ai vu, ça va être piloté au Canada. Et il y a aussi en Australie le UniGuide, Australian LGBT UniGuide, pour que les étudiants, avant de choisir une université, peuvent faire un choix. Et la même chose aux États-Unis, mais c'est une liste de best colleges pour LGBTQI students aux États-Unis. En ce qui concerne des pistes de réflexion plutôt théoriques, j'ai mis des noms d'auteurs qui nous inspirent en ce moment. Il y a Wendy Brown qui parle des droits humains comme étant plus que symboliques et que souvent on voit des droits humains comme un concept individuel, mais il faudrait tenir compte des groupes et des groupes qui sont souvent marginalisés dans la société. Et Kumashiro qui parle de résister à la normalisation et Naples qui vise beaucoup l'intersectionnalité. Et évidemment Foucault qui parle beaucoup du pouvoir et comment le pouvoir circule à l'externe des organisations scolaires, mais aussi à l'interne, et d'une manière très complexe et ironique des fois. Alors, je pensais aussi, c'est un diagramme Venn où au milieu, tout circule, où on doit tenir compte de plusieurs volets, plusieurs perspectives, tels le côté pédagogique, le curriculum, le côté socioculturel, le côté éthique, juridique et politique, comme nous avons vu à travers beaucoup de ces images-là durant mon exposé, mais aussi, je crois que quelque chose qui est souvent ignoré ou peut-être c'est moins transparent, on en parle moins souvent, mais de plus en plus, je crois, et encore c'est juste ma perception, mais le côté financier dans les universités, de plus en plus, je crois, je parle surtout du contexte australien, c'est que les universités sont souvent gérées comme des entreprises maintenant. Donc, le côté financier rentre, je crois, au milieu là aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire aussi, je crois qu'il faut célébrer des événements intéressants, des événements positifs. Par exemple, à McGill, dernièrement, il y a eu une collation de grade de couleur lavande et cet événement était ouvert à tous. Alors, c'était très intéressant. Il paraît que même c'est utilisé en Californie. Alors, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et évidemment, il y a du très bon travail qui se fait au Québec, comme la Coalition des familles et évidemment Lynn Chamberlain et la chaire ici. Je pense qu'il faut célébrer le travail, le très bon travail qui se fait aussi en
regardant l'avenir. Mais ma question est vraiment à l'avenir, à quoi s'attendre? Et je crois que finalement, on vit dans une ère politique qui est assez, qui contient des polarisations. Mais évidemment, en Ontario, le premier ministre a changé il n'y a pas longtemps. Et le titre là, médiatique est que Premier Doug Ford develop free speech policies or face funding cuts. Donc là, la proposition est que si les universités ne développent pas des principes d'expression de liberté pour les campus, qu'ils n'auront plus de fonds. Alors ça, ce serait très intéressant à suivre ça. Et évidemment, à la Maison-Blanche, Trump envoie des messages inquiétants pour les LGBT, mais surtout dernièrement pour les transgenres. En fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des protestations aux États-Unis. Et encore, j'ai hâte d'entendre vos perceptions, mais qu'est-ce qui va se passer au Québec? Là, vous avez un nouveau premier ministre et il paraît que Legault n'a jamais participé au défilé de la fierté. Où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va amener à l'avenir? Évidemment, au niveau global, la Cour suprême a statué sur l'affaire du gâteau à Belfast, et statué, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était un boulanger qui a refusé de préparer un gâteau pour un mariage gay, et finalement ça a passé en Cour suprême, et ils ont eu la décision il n'y a pas longtemps, et à ce moment-là ils ont pris en fait c'est le boulanger qui a gagné. Alors ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe à l'avenir. Avec ça, je termine et j'ai hâte d'entendre vos commentaires. Merci.